Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 17 de Histoire en série, où aujourd'hui je reçois Natacha Weisdeir. Bonjour. Bonjour. Alors Natacha, vous êtes agrégée de lettres modernes, vous êtes docteur en littérature française, francophone et comparée, conférencière, enseignante et chercheuse à l'université de Bordeaux-Montaigne. Donc vous êtes une des spécialistes de la science-fiction française. Vos recherches portent également sur l'utopie littéraire européenne et sur les rapports entre science et fiction. Alors vous avez de nombreuses activités autour de ça. Donc vous êtes présidente et fondatrice en 2020 du festival Hypermonde, organisé par Bordeaux Métropole. Vous avez également co-organisé la 43e convention française de science-fiction à Bordeaux en 2016. Et puis avec Anne Besson, vous avez créé l'université de l'imaginaire sur le site de l'ACTUSF et vous faites partie de l'équipe pédagogique du MOOC qui est très suivi de science-fiction de l'université d'Artois. Alors vous avez aussi obtenu le Grand Prix de l'imaginaire en 2013, catégorie essai pour ces Français qui ont écrit demain, Utopie, Anticipation et Science-Fiction au XXe siècle, paru en 2012, et le prix spécial de 2016 pour les carnets de chronolytique de Michel Jury. La même année, vous avez été lauréate du Jamie Bishop Memorial Award aux États-Unis. Donc, vous avez beaucoup d'activités autour de la science-fiction, et aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter une série qui s'appelle Stranger Things. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez tout d'abord, peut-être pour s'il y a des auditeurs qui ne connaissent pas, nous présenter ce que c'est cette série Stranger Things? Alors, d'abord, je voulais vous dire simplement 2 mots sur pourquoi j'ai choisi cette série. D'abord parce que j'étais complètement séduite par la série, l'esthétique, mais aussi son générique, j'y reviendrai. Par exemple, eh bien, le choix des titres de chaque épisode, c'est un renvoi évidemment non seulement à ma propre adolescence, mais aussi à la culture donc, de notre génération. Et puis, je dirais que il y a donc un effet nostalgie, mais aussi plus profondément une sorte de rétrospective historicisée de la constitution de la pop culture, que certains critiques, par exemple, comme Gérard Klein, appelaient une subculture. Alors, c'est une série qui a suscité de véritables réactions épidermiques, de l'engouement, on va dire, fanique, dont je fais certainement partie, à la détestation, voire au mépris, on y reviendra un tout petit peu. Et donc, il est vraiment intéressant de se pencher sur cette série. Alors, Stranger Things, c'est ce que j'ai appelé une série monstre, tout à la fois pour faire référence évidemment à la créature donc, de l'histoire de la série, mais aussi parce que c'est une véritable série phénomène. C'est la série phare de Netflix qui a démarré donc en 2016 et en 2009 donc était la diffusion de la 3e saison. Elle a battu de véritables records sur la plateforme de streaming. Elle est sortie donc le 4 juillet 2019. Elle a déjà attiré 40 millions de comptes en 4 jours, tandis que 18 millions de ces mêmes comptes auraient déjà terminé donc cette 3e saison. Vous voyez, donc c'est vraiment la série à succès donc de Netflix et elle a créé un véritable phénomène donc de fans, certainement lié à son casting, mais aussi évidemment au fond même de la série et à l'histoire. Alors justement, c'est une série qui a été réalisée, écrite par les frères Duffer. Est-ce que vous pourriez les présenter un petit peu parce que c'est très important, je pense, vous l'avez dit, dans son impact et dans tout ce qui se passe autour. Oui, alors, donc les Duffer Brothers, Matt Duffer et Ross Duffer, ils sont nés tous les deux le 15 février 1984. Alors c'est important parce que c'est la date en fait de leur naissance, mais c'est aussi je dirais une année clé évidemment pour l'histoire de la série. Ce sont des réalisateurs, producteurs et scénaristes américains pour la télévision. Ils ont donc créé cette série, Stranger Things, et ils ont écrit également des épisodes pour Wayward Pines,
Ils sont frères jumeaux et ils ont eu une relation étroite en fait depuis l'enfance et ils travaillent tous les deux sur tous leurs projets en duo. Ce qu'on peut voir, enfin je veux dire cette relation très forte entre eux, relation évidemment fraternelle, mais aussi relation de créateurs. Vous pouvez le voir notamment dans la petite série d'émissions qu'ils ont faites après donc la diffusion de la deuxième saison sur Netflix qui s'appelle Beyond Stranger Things, qui apprend beaucoup de choses sur les personnages, les acteurs, mais aussi donc leur création. Voilà. Et puis, je dirais que ils ont été quand même remarqués par le réalisateur, donc M. Night Shyamalan, qui a lu donc le scénario d'un film d'horreur post-apocalyptique qu'ils avaient donc tourné pour la Warner et donc c'est ce même réalisateur qui les a embauchés en tant que scénariste et producteur sur la série télévisée donc Wayward Pines de la Fox. Alors justement, hein, vous dites c'est une série événement, c'est une série qui est très importante. Est-ce que vous pourriez très rapidement faire un bref synopsis pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette série de façon générale? Voilà, alors, en fait, les résumés de la saison 1 à la saison 3, donc je vais essayer de ne pas faire trop de spoilers parce que j'imagine bien que nos auditeurs peut-être vont avoir envie de regarder cette série, donc je vais essayer de fixer un petit peu le cadre et l'époque. Donc nous sommes en 1983 à Hawkins, qui est une petite ville des États-Unis, toute petite, qui existe réellement, vraiment typique, on va dire, donc des États-Unis profonds. Le jeune donc Will Byers, qui a 12 ans, disparaît dans d'étranges circonstances après avoir passé la soirée avec ses amis Dustin, Lucas et Mike. Les trois jeunes garçons partent à sa recherche, en même temps évidemment que la police, et ils rencontrent une jeune fille, donc un petit peu perdue, qui ne parle pas, qu'ils vont prénommer 11, enfin plutôt 11, donc en anglais. Le chef de la police, Jim Hopper, qui est également un des personnages clés donc, de la série, va suivre donc une autre piste et cet officier décide d'enquêter sur le laboratoire national d'Hawkins qu'il soupçonne d'être impliqué dans la disparition du garçon et surtout d'être à l'origine de phénomènes anormaux et pour l'instant pas paranormaux. Voilà. On verra dans cette première saison évidemment des personnages tout à fait attachants, comme donc la mère de Will Byers, Joyce, qui est jouée par Winona Ryder. Et puis on découvrira également que dans ce laboratoire, eh bien, il y a l'ouverture vers une sorte de portail en fait dimensionnel vers une autre dimension qu'on appelle l'upside down, c'est-à-dire sorte de monde à l'envers ou sorte de monde parallèle, évidemment, qui est une thématique de science-fiction. Et on découvrira aussi les monstres qui viennent en fait de cette dimension. Dans la saison 2, en fait, Will Byers a été retrouvé et sauvé en fait dans cette dimension. Et pendant que la petite ville commence à peine à retrouver donc son calme, en fait, le jeune Will, il est assailli de terribles visions et il n'est plus le même. Et bien pourquoi ? Parce que donc l'esprit ou un monstre assez gigantesque, hein, j'y reviendrai, qu'il y avait donc dans cette dimension, eh bien, a totalement investi à la fois donc le corps et l'esprit donc du jeune homme. Et donc évidemment, les phénomènes surnaturels vont se poursuivre dans cette deuxième saison. Voilà, avec un développement bien évidemment des trois groupes, parce que ce qui est important dans justement dans cette série, c'est que nous avons une histoire qui est racontée selon trois types de focalisation, en fait trois types. On a une narration donc sérielle alternée, puisque nous avons d'abord l'action des adultes, l'action donc racontée par le groupe d'adolescents et l'action racontée donc par les enfants, enfin racontée et vécue en fait par les enfants, par les adolescents et par les adultes. Et à un moment donné, eh bien, on va avoir cette narration alternée qui va bien évidemment se retrouver réunie plutôt évidemment dans les derniers épisodes pour maintenir en fait un suspense assez haletant
dans ce type donc de narration tout au long de la série. Voilà. Et dans la saison 3, eh bien, cette saison 3, évidemment, les personnages et les acteurs ont grandi. Les enfants sont devenus des adolescents. Et cette saison 3, en fait, elle est dominée par la présence écrasante du centre commercial de Hawkins, qui a révolutionné les vies des protagonistes. Et tout en suivant toujours ce principe de la narration alternée, eh bien, on va découvrir tout à la fois l'éducation sentimentale des personnages, puisque Mike et Eleven ont une relation amoureuse, mais également Dustin donc, et Suzy. Et puis, on découvre également des relations parentales compliquées entre Eleven, qui a été en quelque sorte adoptée et protégée par Jim Hooper. Mais aussi, on va découvrir la révélation de l'infiltration donc des Russes, des Soviétiques, via une base secrète sous le centre commercial, et surtout la résurrection de ce monstre absolument hors norme, appelé le flagelleur mental par les enfants, qui va rappeler le blob ou la créature de The Thing de Carpenter, qui va donc encore une fois essayer de prendre le pouvoir sur la petite ville de Hawkins et sur évidemment les humains. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon en fait je vais spoiler complètement l'histoire, et donc je laisse auditeurs découvrir en fait découvrir cette histoire qui est assez vraiment assez singulière et que moi j'aime beaucoup. Alors justement, vous avez très bien présenté ces 3 saisons. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de voir, vous avez commencé à l'introduire. Vous avez dit les dates, 1984. Alors, il y a quelques émissions, on était avec Emmanuel Droit pour Deutschland 83. On est dans ces années 80. On a aussi parlé avec Julie de Schepper de Tchernobyl. Il y a un contexte historique très important qui est celui de la guerre froide, vous l'avez dit, avec ces fameux espions soviétiques. Alors, est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus ce contexte qu'il y a autour de cette série Stranger Things ? Oui, alors comme nous sommes dans Histoire en série, je me suis quand même penchée sur ce contexte historique qui constitue, est-ce que ça constitue en fait la trame ou simplement en fait le décor de la série. Et j'ai trouvé que 3 éléments historiques ou historicisés forment le décor en fait et la trame narrative de Stranger Things. Alors la guerre froide d'abord, puisque nous sommes donc en plein cœur des années 80, grosso modo entre 1983 et 1985, 2 ans sur ces 3 saisons. Cette guerre froide qui va générer une ambiance paranoïaque dans la série, parfois caricaturée, et perçue d'ailleurs via un filtre qui est plutôt celui du cinéma populaire des années 80, parce que les personnages donc de soviétiques que l'on va retrouver dans cette série, eh bien m'ont fait penser par exemple au personnage du militaire donc soviétique de Double détente de Walter Hill en 1988 avec James Belushi et Arnold Schwarzenegger. Donc on a non seulement cette guerre froide, mais vue à travers le prisme du film, donc plutôt d'espionnage. On a également, deuxième élément de contexte, alors ce qu'on a appelé l'affaire MK Ultra, dont je vous parlerai, puisque là c'est une affaire historique liée à la CIA. Et puis également, troisième élément, la recréation dans ce contexte historique des années 1980. Et puis enfin, autre chose, il y a quand même, et ça c'est assez peu souvent dit dans la présentation de la série, eh bien c'est que Stranger Things s'inspire du roman de Preston Nichols en 1992 qui s'appelle The Montauk Project, Experiment in Time, qui raconte les expériences secrètes sur les voyages dans le temps qui sont menées par le gouvernement américain sur la base aérienne de Montauk à Long Island. Voilà, déjà c'est un roman, vous voyez. Donc en fait, on a une sorte de mélange fiction, contexte historique, événement historique dans la série, et je pense que c'est ce qui va faire sa singularité. Alors, premier élément, la guerre froide, c'est-à-dire que la guerre froide va plutôt servir, on va dire, de décor, plutôt qu'être un élément concret de la narration. La guerre froide, elle est exprimée dans la série par un antagonisme exacerbé entre soviétiques et américains, mais via, donc je l'ai dit, une vision caricaturale, une sorte de prisme déformant, puisque les soviétiques apparaissant en creux comme des rivaux dans le cadre d'un film d'espionnage, par exemple dans la saison 1,
Leur présence montant en puissance de la saison 2 à la saison 3 vient notamment dans la saison 2 le personnage de Murray Bowman, qui est notamment porteur de la théorie du complot. Et puis dans la saison 3, la construction d'une base secrète sous le nouveau centre commercial Dawkins. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que cette base secrète soviétique, en plein cœur quand même des États-Unis, en plein cœur des années 80, eh bien c'est une sorte d'upside down soviétique, comme un jeu de poupée russe, hein, pour faire un mauvais jeu de mots, où une dimension secrète en cache une autre. Alors les Russes parlent russe, sont des brutes tortionnaires et sanguinaires, tels que les films des années 80 pouvaient les mettre en scène dans nombre de films d'espionnage, comme donc Double Détente, je l'ai déjà dit. Et aussi, je dirais, le choix du casting est essentiel, car l'acteur donc Andrei Ivchenko, qui incarne donc un militaire soviétique, une véritable brute, il faut bien le dire, dans la saison 2, la saison 3, pardon, est un double d'Arnold Schwarzenegger, et son jeu statique évoque également le rôle de Terminator. Vous voyez, donc il y a une sorte de tissage des références dont je parlerai évidemment après, qui est absolument essentiel donc dans la série. Alors justement, hein, moi ce qui m'intéresserait aussi de voir là, c'est que vous avez dit, il y a quand même beaucoup dessus, sur cette série-là, notamment à une histoire qui a été mise en avant par la CIA et dont le personnage dans la série d'Eleven rappelle beaucoup. Alors l'histoire d'Eleven, qui est un des personnages centraux de Stranger Things, en fait se fonde sur une véritable affaire qui a ébranlé les États-Unis lors de la guerre froide, et plus précisément sur un programme gouvernemental intitulé MK Ultra, soit une série d'expériences menées par la CIA sur des individus entre les années 1950 et 1970. Alors, je vais citer Matt Defer. Quand nous avons commencé à parler de l'idée pour la série, nous avons évoqué une intrigue portant sur la disparition d'un enfant aux dons paranormaux. Puis nous avons parlé de quelques-unes des mystérieuses expériences menées par le gouvernement vers la fin de la guerre froide, au moment où des projets comme MK Ultra commençaient à refaire surface. Donc, rappelle Matt Defer au site donc Vulture. Ce programme, qui est dirigé par le docteur Brenner dans Stranger Things, Terry Eves, donc qui est la mère d'Eleven, y a participé lors de ses années d'étudiante et en garde quelques séquelles. Mais en quoi consistait-il réellement? Donc là, je vais vous parler de justement ce projet donc de MK Ultra. Alors, ce projet a été lancé en 1953 par Alan Dulles, premier directeur de la CIA. Et ce projet MK Ultra avait pour objectif de combler le fossé qui s'est creusé entre les États-Unis et l'Union soviétique en matière de lavage de cerveau. À l'époque, l'agence américaine apprend que des soldats américains auraient été victimes de techniques de contrôle mental lors de la guerre de Corée. Mais comme l'explique donc un article dans le Guardian, le champ de recherche s'étend rapidement au contrôle de l'esprit, à la télépathie, en passant par le sixième sens, la guerre psychologique et la vision à distance. Alors je rappelle que dans la série, Eleven est capable d'espionner un agent russe localisé à des milliers de kilomètres. Et à l'époque, au sein de la CIA, on envisage cette possibilité et on y croit même. Voilà. Et alors le vrai programme, est supervisé par le docteur Gottlieb, un homme décrit par ses amis et ennemis comme une sorte de génie, s'efforçant d'explorer les frontières de l'esprit humain pour le bien de son pays, tout en recherchant un sens religieux et spirituel à sa vie. Mais un homme qui restera, pour beaucoup, celui qui a fait entrer le LSD au sein de la CIA au nom de la sécurité nationale. Le but, selon un rapport publié en 1975, étant de concevoir un sérum de vérité capable de briser les défenses des agents ennemis lors des interrogatoires et de créer des pilules d'amnésie pour créer des super agents de la CIA qui seraient immunisés contre les techniques de contrôle de l'esprit de l'ennemi. Alors au départ, cette expérience, véritable, historique donc, est menée sur des centaines de prisonniers toxicomanes volontaires à qui l'on administre du LSD pendant 77 jours consécutifs en échange d'une dose d'héroïne quotidienne. Mais rapidement, le projet dérape.
Sous les ordres donc du docteur Gottlieb, les agents administrent des drogues à des centaines de cobayes non volontaires, des malades mentaux, prisonniers, toxicomanes et prostituées, rappelle le New York Times. Bref, des personnes dans l'incapacité de se défendre. Dans le Kentucky, par exemple, un patient souffrant donc de maladie mentale aurait ainsi reçu du LSD pendant 175 jours consécutifs. Et l'agence a mené 149 expériences au total, dont 25 sur des sujets qui n'en avaient pas conscience. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette véritable histoire, alors, elle est développée dans une novélisation donc, de Stranger Things, dans un roman de Gwenda Bond, qui est sorti donc l'année dernière et qui s'appelle donc édité chez Lumen, et qui s'appelle Suspicious Minds, et qui raconte complètement en fait l'expérience ou les expériences menées notamment avec la mère d'Eleven, alors qui est plus ou moins, je dirais, qui est racontée de manière un peu lacunaire et parcellaire dans la série. Et donc cette novélisation, elle est vraiment intéressante parce que elle permet justement de faire le lien entre cette affaire donc historique, hein, ce projet MK Ultra évidemment, et la fiction de la série. Alors, dernière chose à noter, en 1972, donc une bonne partie des rapports qui vont détailler de ces méthodes sont détruits par le directeur de la CIA. L'affaire est révélée par le New York Times en 1974, qui va déclencher une commission sénatoriale chargée de l'enquête. Et donc, en fait, cette commission va révéler que donc, ces activités illégales ont bien été menées sur le sol américain et qu'elles ont causé au moins une mort, celle de Frank Olson, un agent et chercheur de la CIA, à qui on aurait glissé sans son consentement du LSD donc dans un verre d'alcool en 1953. 10 jours plus tard, l'homme sautait du 10e étage d'un hôtel, victime d'une crise de paranoïa. Donc tous ces éléments-là, eh bien, ont été donc parfaitement bien expliqués dans un article d'un journal espagnol qui s'appelle El Diario. Ce qui est intéressant, c'est qu'il met en ligne donc El Diario dans son article Stranger Things n'est pas que de la science-fiction. Eh bien, les documents, donc évidemment, décrivant cette expérimentation donc, de MK Ultra. Vous voyez, donc on a là aussi des documents historiques pour expliquer donc cette expérimentation qui paraît, voilà, des dizaines d'années plus tard, quand même un petit peu déraisonnable et totalement folle, et qui va être donc reprise par la fiction. Alors oui, justement, ce qui est aussi très intéressant quand on regarde Stranger Things, c'est qu'il y a un vrai tissage pop culturel avec de nombreuses références, vous l'avez dit, à énormément de films. Alors j'aimerais qu'on s'y attarde un petit peu maintenant pour voir quel est ce contexte culturel dans lequel est tournée cette série. Alors dites-nous un petit peu ce qu'on peut voir et comment ça apparaît, comment c'est mis en valeur. Alors, la première chose à dire, c'est que je pense qu'un des éléments clés de la série et qui sont à l'origine de cet extraordinaire succès, eh bien, c'est ce que j'ai appelé ce tissage pop culturel, c'est-à-dire que la fiction, tous les fils de la fiction, tous les fils narratifs de la fiction sont littéralement tissés avec des références. Alors, bien sûr, beaucoup de références donc cinématographiques. Alors, soit ce sont des références clin d'œil, par exemple, dans le décor même, donc dans lequel évoluent les personnages. Ça peut être par exemple des affiches de films, comme on peut avoir Evil Dead, qu'on va retrouver dans la chambre en tant qu'affiche, dans la chambre des personnages, ou alors dans la façon même de filmer, le choix des scènes, le choix des décors, qui va évidemment faire référence donc à ces films de la pop culture et notamment donc des années 80. Alors j'ai choisi quelques exemples pour justement bien montrer que ce jeu référentiel, en fait, c'est un véritable ADN structurel de la série, qui est fondé en fait sur la fascination des totems d'enfance, donc des frères Duffer. Je les cite d'ailleurs, notre véritable objectif était juste de revenir à ce style de storytelling. On a repensé aux trucs qu'on adorait dans l'enfance et on a essayé de capturer donc l'essence de tout cela. Et par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé et qui m'a complètement
complètement séduite, eh bien, c'est le générique de Stranger Things. Donc, ce générique fait référence au travail de Richard Greenberg, notamment, alors qui est donc ce qu'on appelle un main title designer, c'est-à-dire un créateur de génériques, d'affiches, etc. Et notamment, donc, ce travail-là de générique va donner une identité visuelle extrêmement forte à la série. Il va servir de préambule, il sert à situer le ton de la série, de ses personnages et de son genre. En fait, ce générique, c'est une sorte de nouvel outil marketing et un champ expérimental d'art visuel. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, dans Stranger Things, c'est qu'on va retrouver notamment dans le générique et dans les titres de chacun donc, des épisodes, eh bien, on va retrouver des références. Alors, soit des références, ça peut être des références, par exemple, littéraires, hein, avec Stephen King, ou des références, par exemple, au jeu de rôle, au premier grand jeu de rôle qui est Donjons et Dragons, ou encore des références, évidemment, à certains films. Vous voyez, donc, dès le générique, en fait, on a cette mise en place de ce tissage, donc, pop culturel. Alors, j'ai pris quelques exemples, parce qu'il y en a énormément, donc des exemples peut-être les plus connus, on va dire, pour nos auditeurs. Donc, par exemple, pour l'esthétique du monstrueux, on va retrouver les films donc Predator en 1979 ou notamment Alien en 1980 et 1986. On va retrouver pour la musique, les compositeurs, donc Kyle Dixon et Michael Stein, ont été complètement influencés par les films de John Carpenter et notamment la musique de Halloween ou de The Thing. On va avoir également des références via les pouvoirs télékinésiques de Eleven, évidemment à Carrie de Stephen King. De façon peut-être, on va dire, moins directe, des références à l'Empire contre-attaque, donc il date de 1980, hein, dans la saga Star Wars, hein, c'est le deuxième titre de la saga, notamment à travers l'obsession du groupe d'adolescents, hein, héros, à travers des objets cultes comme notamment le Faucon Millenium, hein, qui est très présent dans la première saison, mais aussi par exemple une scène où Eleven, les enfants sont poursuivis par les vannes donc des scientifiques donc du centre, et à un moment donné, eh bien, Eleven réussit en fait à soulever complètement donc dans une scène qui est filmée au ralenti, un des vannes, et ça rappelle, si vous voulez, quelque part aussi, eh bien, la formation que Yoda donne à Luke Skywalker au moment où il va essayer justement de soulever son propre vaisseau. Voilà, donc vous voyez, il y a tout un tas de références comme ça. Je pourrais citer notamment Steven Spielberg avec E.T., hein, le groupe d'enfants qui échappe aux scientifiques en vélo. Alors, Eleven, cette jeune femme ou cette jeune fille au pouvoir extraordinaire, là prenant la place évidemment de l'extraterrestre, ou encore Minority Report avec donc les mutants de Minority Report, que là aussi Eleven remplace lorsqu'elle est dans la chambre de privation sensorielle. Poltergeist en 1982, puisque le jeune personnage de Will est comme la jeune Carol Anne, il va essayer de contacter sa mère depuis notre dimension via le circuit électrique. On a également David Cronenberg qui est présent à travers le film Scanner, donc film qui date de 1981. Eleven, à un moment donné, porte un casque expérimental. On retrouve bien sûr cette image-là dans Scanner. Ou encore, vous voyez, je dirais peut-être de manière plus récente, on va avoir Under the Skin en 2013, où on va retrouver cette image de la dimension noire et de la chambre de privation sensorielle. Voilà, donc quelques exemples pour vous montrer que évidemment, on pourrait analyser à l'infini ce tissage référentiel. Mais il y en a énormément de références, et je pense que ce tissage référentiel, eh bien, provoque chez le téléspectateur le plaisir de l'intertextualité, c'est-à-dire le plaisir de retrouver, je vais y revenir après bien sûr, donc ces références et le plaisir d'être replongé en fait dans ce contexte historique des années 80, de ces magnifiques années, alors grosso modo entre 1980, on va dire entre 80 et 87, où il y a eu une véritable floraison de chefs-d'œuvre de la science-fiction au cinéma.
Alors oui, justement, hein, je pense que vous disiez par rapport à tout ce jeu référentiel, c'est véritablement c'est une vraie volonté des frères Duffer de recréer tout ce contexte-là. Oui, alors d'ailleurs, même si dans le Point Pop, par exemple, on a eu un article de Phil Gage qui a complètement, il a appelé ça la dimension créative d'une génération, où pour lui, en fait, il y avait un trop plein de référentiels qui va remplacer en fait la créativité, notamment scénaristique, de la série, ce qui est tout à fait discutable. Mais en fait, pour lui, il y a une véritable doxa copiste en fait dans Stranger Things, qui va également s'exprimer à travers la mise en scène, comme par exemple l'aspect un peu granuleux de l'image, le cadrage et l'usage des focales décalquées sur le style des années 80, des décors, des accessoires scrupuleusement reproduits donc d'époque, notamment moi j'étais très sensible au téléphone, la musique, la situation, et puis bien sûr, comme je vous l'avais dit, des emprunts qui sont tout à fait flagrants à la décennie 80, à travers, je dirais, dans la peut-être dans la mise en scène des personnages. La scène, par exemple, où les enfants tentent de s'échapper en vélo dans ce quartier, c'est une scène qui est totalement calquée, évidemment, sur E.T. Alors après, on peut le voir comme un jeu référentiel, on peut le voir comme une doxa copiste, comme le dit Phil Gage. Bon, voilà, ça après, c'est chacun qui peut évidemment avoir sa position sur le sujet. Mais dans tous les cas, moi je trouve que c'est une esthétique particulière, une esthétique qu'on peut appeler finalement faire à nouveau avec tous ces référentiels. Vous pouvez, alors ce qui est intéressant, j'ai trouvé sur internet un site c'est le site Vulture qui a publié un abécédaire, donc c'est en anglais, des nombreuses citations de la série au cinéma, mais également à la musique, donc, ou encore au design. Vous voyez, donc on peut voir cette série comme un délire nostalgique, parfois mélancolique, ou comme une véritable Madeleine de Proust, finalement, de ces années 80, de ces 80s. Et je pense que c'est ça qui va vraiment plaire aux gens et séduire, je dirais, de nombreuses générations. Parce que moi, par exemple, hein, c'est une série que j'ai regardée avec ma fille. C'est ma fille qui l'a vue en premier, qui a 18 ans. Et cette série l'a complètement séduite parce que, peut-être par son aspect nostalgique, peut-être par son aspect découverte finalement d'une décennie, celle de la jeunesse évidemment de ses parents. Mais du coup, c'est aussi une série qui va quand même séduire, qui est intergénérationnelle. Et ça, je pense que c'est une aussi de ces singularités. Et donc, ce plaisir, je dirais, de la référence, au-delà de l'aspect sentimental, nostalgique, des modèles que la série donc va invoquer, je pense qu'elle propose des principes esthétiques comme ceux, par exemple, qui ont guidé Gus Van Sant dans son remake de Psycho. C'était très difficile, je dirais, de reprendre un film d'Hitchcock. Et bien pourtant, il a essayé justement de refaire ce film en comment dire, en intégrant finalement une esthétique plus contemporaine. Donc finalement, les frères Duffer, en essayant de faire à nouveau avec ces années 80, eh bien, ils vont placer le spectateur dans une étrange position où il se retrouve à la fois propulsé dans le passé, donc ses souvenirs, tout en activant sa capacité à anticiper les formes du futur. Vous voyez, c'est-à-dire un petit peu comme si on avait la capacité eh bien, d'embrasser complètement une période donc temporelle, grosso modo, des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et puis, je dirais que le deuxième principe esthétique, eh bien, c'est la faculté donc qu'ont les réalisateurs à retravailler des motifs narratifs via une superposition de toutes les références. Donc en fait, les souvenirs se réinjectent en quelque sorte dans le programme des Duffer Brothers et une espèce de mouvement de balancier s'exécute entre un récit qui se réécrit
et la nostalgie d'une narration qui est en train de se revivre. Vous voyez, et donc c'est un principe esthétique qui est assez complexe et je crois qui évoque quand même pour le téléspectateur, eh bien, à la fois on a une espèce de réminiscence de tous ces films que l'on a pu découvrir étant jeune, comment est-ce qu'on les analyse maintenant et quel recul finalement on peut avoir sur notre propre jeunesse. Et en fait, Stranger Things, eh bien, permet, troisième principe esthétique, finalement de reparcourir un lieu de mémoire à travers finalement une fiction qui est tissée par ces références culturelles. Et c'est ce qu'on appelle en fait le mash-up, c'est-à-dire que les références, les citations, les reprises s'entrechoquent dans un ensemble qui est bien équilibré, d'où va jaillir une nouvelle œuvre et dans lequel le spectateur finalement trouve une position active, puisque c'est à lui finalement de relier, voyez, les points donc de référence. Oui, donc c'est véritablement cet aspect-là, hein, cette idée de, comme on l'avait dit, de reparcourir un lieu de mémoire qui est très très intéressant parce que à travers l'esthétique, à travers la musique, à travers le design, on a une véritable restitution du passé. Alors ça, c'était hyper intéressant, je trouve, ce que vous avez dit. Et alors qu'on est dans une série qui est produite en 2016, c'est-à-dire presque 30 ans après les faits que l'on veut reconstituer. Donc il y a un véritable travail là-dessus. Alors j'aurais aimé maintenant savoir justement ce que vous l'avez dit, hein, avec ces allers-retours entre le passé et le futur. Est-ce que ça ne créait pas un certain anachronisme? Alors, je pense que la reconstitution en fait du contexte historique dans la série est quand même très bien faite. Et je pense que peut-être cette impression d'anachronisme que l'on peut éprouver, elle n'est pas dans le champ de la fiction, elle n'est pas dans le champ de la série. Elle est hors champ, voire même elle est hors cadre en fait par rapport donc à la série, parce que c'est justement, si vous voulez, je pense, toute la séduction de la série et la fascination qu'on peut avoir. C'est-à-dire que pendant qu'on regarde finalement cette série, on est à la fois replongé dans sa propre époque et enfin on va dire dans sa jeunesse, et dans le même temps, on se regarde en train finalement d'être nostalgique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dédoublement temporel du téléspectateur, je crois, qui va créer en fait cette impression d'anachronisme, puisqu'on est à la fois spectateur finalement d'une série qui met en scène notre jeunesse, et qu'en même temps on se retrouve projeté dans notre propre jeunesse via donc toutes ces références de la pop culture qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, en plus doublées par, c'est à la fois un décor, c'est à la fois finalement des choix de mise en scène qui font référence donc à des films donc de cette époque-là. Vous voyez, donc je crois que cet effet finalement d'anachronisme, il est dû à ce dédoublement provoqué par justement, et ça c'est un effet voulu hein, par les Duffer Brothers, il explique bien dans Beyond Stranger Things, dans les petites émissions, qui va créer je dirais, une attraction absolue vers cette série et qui fait qu'on est totalement addict, hein, pour prendre un terme anglais, par rapport à cette série. Alors justement, vous êtes spécialiste science-fiction. J'aurais aimé maintenant qu'on aborde un petit peu la place de la science-fiction dans Stranger Things, comment elle est traitée, comment elle est mise en avant, par rapport, vous l'avez dit, à l'univers graphique, mais pas que, par rapport aussi peut-être au schéma narratif. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette science-fiction dans Stranger Things? Alors, ça, c'est une question en fait que je me suis posée après avoir vu la première saison. Parce que, donc, c'est une question qui pour moi est tout à fait légitime. C'est-à-dire que, OK, nous avons un tissage, donc évidemment référentiel de la pop culture, on l'a bien dit donc, dans cette série.
Mais au final, est-ce que c'est vraiment une série donc de science-fiction? Parce que on peut parler donc d'éléments surnaturels dans Stranger Things, et en fait, alors si certains éléments comme la thématique, vous voyez, des expérimentations secrètes, on va dire, donc de ce monde parallèle qui est l'Upside Down, ça, ce sont des thématiques de science-fiction qu'on ne peut absolument pas remettre en question. Mais en fait, le traitement et la découverte finalement de ces éléments surnaturels via les personnages, eh bien, elle va apparaître comme du fantastique. Or, le fantastique, qu'est-ce que c'est? Si je reprends par exemple la définition de Roger Caillois, eh bien, on est dans un quotidien tout à fait banal, une petite ville américaine, et petit à petit, on va avoir ces éléments surnaturels, que ce soit bien l'apparition de monstres, que ce soit l'apparition de cette dimension parallèle qui va être très très progressivement dévoilée donc aux téléspectateurs. Eh bien, cette dimension-là, elle va pénétrer petit à petit le réel, finalement la rationalité donc des personnages. Ce qui veut dire qu'on a une science-fiction qui en fait utilise en quelque sorte un mode de diffusion du fantastique. Et donc, eh bien, ceci va créer ce que j'appellerais une sorte d'hybridité des genres entre la science-fiction et le fantastique qui est tout à fait contemporaine. Et puis, autre chose aussi, c'est cet univers spécifique de la série. En fait, ce graphisme, donc cette esthétique, ce design de Stranger Things, eh bien, c'est une création d'Aaron Sims, donc des studios Creative Sims. C'est lui qui a élaboré cet imaginaire donc de l'Upside Down ou du monde à l'envers, c'est-à-dire un univers parallèle, sombre, froid, vide, à l'exception de la présence de ce que les enfants vont appeler le démon Gorgon, c'est-à-dire un étrange monstre hybride lui aussi humanoïde qui rappelle à la fois un extraterrestre mais aussi une plante carnivore mutante. Et sa gueule qui s'ouvre en quatre, donc avec des pétales dentés, évoque par exemple la plante carnivore de Jumanji que j'ai revue il y a très très peu de temps, et tout de suite évidemment le lien entre les deux m'a frappé. Et donc Matt Duffer par exemple, eh bien, s'était entretenu auprès du magazine Variety à ce sujet, je le cite: nous avons beaucoup parlé du monstre et de ce à quoi nous voulions qu'il ressemble. Nous avão parlé de Giger, de Guillermo del Toro, de Clive Barker, et nous avons essayé de voir ce qui est si efficace chez leurs monstres. Ils sont humanoïdes, mais ils ont tous quelque chose de très étrange dans leur apparence. Nous sommes partis de ce principe et nous avons créé la créature que vous voyez dans la série. D'où également, je pense, le titre de Stranger Things, c'est-à-dire choses étranges. Vous voyez, et là, on voit tout à fait cette esthétique de l'hybridité de l'imaginaire entre fantastique et science-fiction. Voilà. Et je crois qu'au-delà donc du démon Gorgon, cette espèce de monstre iconographique de la série, qui d'ailleurs, je souligne, est rendu presque sympathique dans la saison 3, puisque le jeune Dustin va recueillir une larve et la nourrir donc de nougat au chocolat, mais il va quand même se transformer donc en monstre absolument terrifiant. Eh bien, l'autre entité monstrueuse évoquée par les Duffer Brothers est ce que les enfants vont appeler le flagelleur mental. Donc le flagelleur mental, je le rappelle, c'est une créature donc de Donjons et Dragons, et par analogie, eh bien, ce monstre évidemment qui n'a pas de nom et qui n'arrive pas à identifier, eh bien, ils vont utiliser les références de Donjons et Dragons justement pour le dénommer. Eh bien, ce flagelleur mental est en fait pour moi une créature cauchemardesque Lovecraftienne. C'est-à-dire que l'univers de Lovecraft et les Duffer Brothers dans Beyond Stranger Things, disent clairement que leur monstre fait référence justement à l'univers de Lovecraft. Alors notamment dans les romans L'Appel de Cthulhu ou Les Montagnes de la Folie, eh bien c'est une référence donc essentielle pour les créateurs de Stranger Things. Les grands anciens de Lovecraft sont des créatures gigantesques, antédiluviennes, cauchemardesques, qui provoquent terreur et dérangement mental. Et dans Stranger Things, elles sont représentées via les figures du flagelleur mental, qui vit d'abord dans le monde à l'envers dans la saison 2,
sous la forme d'une créature de brouillard ou de fumée, mais tout à fait gigantesque, hein, qui va complètement être au-dessus donc, de la petite ville de Hopkins. Et puis, cette créature va brutalement pénétrer le réel dans la saison 3. Je vous dis, et là encore, vous voyez, on est sur finalement un mode de fonctionnement donc, du fantastique. Voilà. Et donc ce monstre assez terrifiant donc dans la saison 3, eh bien il va en fait se développer grâce à la chair au corps de ses victimes, hein, jusqu'à se substituer à eux, et il va renouveler en fait la figure monstrueuse prédatrice, tout en évoquant, par exemple, les extraterrestres des profanateurs de sépultures, ou hein, le film des années 50, ou encore, par exemple, eh bien, The Things de John Carpenter. Et puis, je pense que cette créature monstrueuse, qui est certes issue peut-être d'une dimension fantastique, mais qui est bien science-fictionnelle, eh bien parce qu'on peut également retrouver les références, par exemple, à l'univers d'Alien, parce que, par exemple, eh bien, Jim Hopper va découvrir des œufs dans l'Upside Down, parce que cette créature vit dans un monde, voyez, où il y a beaucoup d'éléments végétaux en pourrissement, parce que vous allez avoir de la salive, je dirais voilà, de sorte de salive de ce monstre qui est présente tout le temps. Donc, on va avoir une image du gluant qui va provoquer, bien sûr, la répugnance donc, des humains. Mais cette image-là, bien sûr, elle nous renvoie donc au monstre d'Alien, hein, aux xénoformes donc d'Alien, qui vont installer finalement leur univers au sein donc des vaisseaux, et qui vont en quelque sorte renouveler la peur de la dévoration qu'on va retrouver dans les images du monstrueux tout au long évidemment des fictions et des mythologies humaines. Et on va le retrouver bien sûr dans Stranger Things, puisque à la fin de la saison 1, le jeune donc Will Byers est sauvé alors que la créature avait plongé une sorte de tentacule en fait à l'intérieur de lui-même pour se nourrir en fait de sa chair. Et donc là, bien sûr, on va retrouver l'image d'Alien. Alors, Natasha Vazdeir, est-ce que il va y avoir une saison 4? Qu'en est-il du futur de Stranger Things? Est-ce que les showrunners ont prévu une suite? Est-ce qu'on s'arrête là? Qu'est-ce qui doit se passer? Alors, j'ai trouvé quelques éléments donc sur Internet, voilà, mais évidemment, comme malheureusement la production donc de la saison 4, puisque saison 4 a été arrêtée par la crise donc liée au Covid-19. Donc, quelques éléments. Alors, je vais peut-être, enfin, je spoil, hein, je suis désolée, je suis obligée de faire ça parce que sinon, je ne peux pas vous parler de la saison 4. En fait, Jim Hopper, donc à la fin de la saison 3, qui est un des personnages clés évidemment de Stranger Things, eh bien, va disparaître, je dis bien disparaître, dans l'explosion donc d'une machine élaborée donc par les soviétiques pour réouvrir un portail donc sur ce monde, sur cet autre monde, ce monde parallèle de l'Upside Down. Voilà. Donc, Jim Hopper disparu, on pense qu'il est décédé, ou que son corps a disparu dans cette explosion. Et puis, en réalité, la dernière scène de la saison 3, on se retrouve donc chez les soviétiques en Russie, et dans une espèce de prison où les soviétiques font référence donc à l'américain, prisonnier américain. Et dans le teaser de la saison 4, que vous pouvez voir donc évidemment sur Internet, eh bien, on voit donc, on est dans un camp de travail soviétique, et à un moment donné, eh bien, on voit Jim Hopper beaucoup amaigri, le crâne rasé, mais qui est bien présent donc chez les Russes. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que oui, il va y avoir donc une saison 4. Les 3 premières saisons qui avaient été tournées à Atlanta se situaient donc dans la petite ville d'Hopkins, mais je pense que cette saison 4, eh bien, qui d'ailleurs est tournée en Lituanie, pas très très loin d'ailleurs, d'où a été tournée donc la série Tchernobyl.
donc la série d'HBO dont vous avez parlé dans un de vos épisodes, eh bien, on peut imaginer que cette saison 4 va certainement commencer, ou plusieurs épisodes vont démarrer à l'extérieur donc, des États-Unis pour faire le lien, évidemment, on est toujours dans le contexte de la guerre froide, entre les États-Unis, bien sûr, et l'URSS. Voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à cela. Si, eh bien, je pense que cette saison 4 sera diffusée en 2021, pas avant. Voilà, puisque tout devait être bouclé en août 2020, donc je pense que ça ne sera pas avant 2021. Voilà. Bien, Natacha Vazdeir, on vous remercie beaucoup pour la présentation de Stranger Things, qui n'est pas, vous l'avez bien montré, qu'une série de science-fiction, puisqu'on peut y voir de nombreuses références historiques et culturelles. Il y a un fond historique, vous l'avez dit, la guerre froide. Il y a des références culturelles, à la fois sur le design, la musique, le cinéma. Donc c'est une série qui est très hétéroclite, très large, et qui donne envie d'être regardée. Si vous voulez aller plus loin, donc on rappelle, c'est une série qui est diffusée sur Netflix. Vous pouvez la regarder. Merci Natacha pour cette présentation, puis à bientôt. Merci à vous, à bientôt et bon visionnage. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.